Pour parler maintenant d'autodétermination et de personnes polyhandicapées, je vais appeler Jean-Yves Quilien. Jean-Yves Quilien, qui est à la fois famille et professionnel, qui est notre vice-président. Nous sommes allés chercher finalement, pour parler de l'autodétermination et du polyhandicap, dans nos propres forces vives, parce qu'on a trouvé que c'était un sujet tellement difficile qu'on allait vraiment porter la réflexion du groupe et vous la soumettre. Donc mon cher Jean-Yves, je te cède la place immédiatement. Merci Marie-Christine. Bonjour à tous, je vous en prie. Merci. Bonjour aussi à ceux que je ne vois pas, qui sont en visio. Donc effectivement, j'interviens un peu par défaut. Ce défaut étant que... Donc vous avez compris que la première matinée du colloque est habituellement consacrée à une réflexion et où on sollicite des chercheurs de différentes obédiences pour évoquer la thématique que l'on a retenue. Et à vrai dire, nous n'avons pas réussi à trouver, ou en tout cas nous n'avons pas eu de réponse positive à nos sollicitations pour une intervention dédiée à l'autodétermination. Et donc, c'est la seule légitimité que j'ai de parler du sujet, c'est qu'on n'a pas trouvé d'intervenant. Néanmoins, je suis évidemment très concerné et intéressé par ce sujet en tant que directeur d'établissement où nous accompagnons des enfants, des jeunes polyhandicapés, puisque c'est une thématique tout à fait émergente aujourd'hui, incontournable, qui se situe aussi dans un contexte d'évolution sociétale que vous connaissez pour le handicap, avec cette volonté de démarche inclusive, de transformation sociétale aussi pour une société plus inclusive. Et donc évidemment, en tant que professionnel, c'est un sujet dont on doit s'emparer. Et en tant que directeur, j'ai le souhait évidemment de pouvoir soutenir les équipes dans leur réflexion et dans leur pratique. Et donc voilà, c'est ce que je vais vous retransmettre. C'est des éléments d'une formation que nous proposons actuellement dans l'établissement où je travaille aux nouveaux professionnels qui arrivent. Vous savez que du fait des problématiques RH, il y a beaucoup de turnover aujourd'hui dans tous les établissements. Et donc il y a des nouveaux professionnels qui ont besoin d'être acculturés au polyhandicap. Donc les éléments que je vais vous communiquer font partie de ce que l'on propose aux arrivants pour comprendre les enjeux de leur pratique professionnelle. Alors, j'espère... Voilà. Donc, je vous propose 3 parties. Ça va être assez court, mais 3 parties qui me semblent importantes d'avoir en tête quand on parle d'autodétermination dans sa mise en œuvre. L'idée, donc, étant d'identifier quelques repères conceptuels de ce qu'est l'autodétermination, et qui vont fonder après une pratique au quotidien dans l'accompagnement pour les professionnels, mais aussi pour les familles. Ça peut être quelque chose d'important à mieux définir. Alors, première partie, effectivement, le cadre législatif. Je trouve toujours intéressant de s'y référer pour prendre conscience que finalement ces notions qui paraissent nouvelles ne le sont pas forcément, mais surtout s'inscrivent dans une dynamique de politique publique duquel on peut se réclamer et auquel on peut se référer.
Donc l'autodétermination, à ce sens-là, ça n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est attendu des politiques publiques par le cadre législatif depuis de nombreuses années, à vrai dire. On pourrait citer plusieurs points, plusieurs textes, mais donc évidemment la loi du 2 janvier 2002 est un incontournable sur l'organisation et la structuration du secteur de l'accompagnement et du handicap aujourd'hui. Et vous voyez que dans la loi 2002, donc, il est déjà évoqué cette notion de libre choix des prestations, un accompagnement individualisé de qualité, le terme individualisé est évidemment important, et cet accompagnement a pour but de favoriser l'autonomie et l'insertion. Bon, vous voyez que la sémantique n'est pas encore stabilisée ni aboutie, très clairement, mais que la notion de liberté de choix est déjà présente depuis 2002, la participation directe de la personne dans la conception et la mise en œuvre de son projet. Voilà, on tourne bien autour du même sujet. 2005, les choses se précisent. La loi de 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, où il est évoqué la notion de libre choix du projet de vie. Ça a été évoqué tout à l'heure par M. Xil. Sa participation effective à la vie sociale. Voilà, donc on voit bien que cette notion émerge et devient tout à fait centrale et structurante de l'organisation du secteur médico-social. Ça n'est pas accessoire, c'est le fondement du secteur médico-social aujourd'hui. Et puis j'ai souligné aussi dans cette diapo la notion de logique de service, puisqu'on voit émerger aussi dès 2005 finalement la restructuration en cours, la transformation en cours de l'offre sociale, de l'offre médico-sociale, dans une logique de service qui est au service justement de la liberté de choix. Et ce qui est effectivement, comme l'a évoqué M. Xil aussi, en cohérence complète avec ce qui est les articles de la Convention de l'ONU. C'est important de le dire parce qu'aujourd'hui circulent des interprétations de la Convention qui vont à l'encontre de la littéralité finalement de cette Convention et de ce qui a été, ce qui est le cadre conventionnel finalement, puisque dans l'article 19 qui a été cité par M. Xil, il est attendu donc pour les personnes handicapées le droit de vivre dans la société avec la même liberté de choix que les autres personnes. Et la possibilité, c'est très important, ça a été dit juste avant aussi, de choisir leur lieu de résidence et qui ne se limite pas au domicile, qui peut être un choix entre établissement, domicile, service. Voilà, donc vous voyez que ça définit un cadre, encore une fois, qui n'est pas accessoire, qui est le fondement aujourd'hui attendu de la mise en œuvre, de la structuration du secteur médico-social, et que ces éléments de choix sont fortement remis en cause, très certainement, comme l'a dit M. Xil à la fin de son intervention, mais demeure néanmoins le cadre qui s'impose. Alors, pour rentrer plus dans la définition même de ce terme d'autodétermination, l'idée, encore une fois, étant d'identifier quelques concepts simples, mais qui peuvent être appropriés dans une mise en œuvre concrète auprès des personnes polyhandicapées. J'ai retenu j'allais dire dans la littérature, mais ce serait prétentieux, parce que évidemment je n'ai pas fait une recension de la littérature, mais dans ce que j'ai pu identifier de la recherche autour de cette notion d'autodétermination, en particulier ce qui a pu être élaboré dans les années 80-90 aux États-Unis, où cette notion a été étudiée
par des psychologues, en particulier Deci et Richard Ryan, qui ont été un peu à l'origine de cette notion, et qui a été repris et développé fortement aux États-Unis dans les années 90 sous l'impulsion du gouvernement et donc dans les universités, dans un cadre de recherche appliquée, qui a été repris donc par un psychologue qui est professeur en université d'éducation spécialisée. Bon, c'est quelque chose d'intéressant à citer parce que c'est un contexte de recherche et culturel qui est très différent du milieu français, où l'éducation spécialisée est cantonnée dans les IRTS, pour dire les choses un peu en raccourci. Donc là, on est dans un cadre de recherche et appliqué qui est beaucoup plus riche, à vrai dire, et beaucoup plus fournit beaucoup plus de soutien à la pratique, sans doute en France. Donc ce professeur d'éducation spécialisée s'appelle Michael Wehmeyer, et donc il a fait sa recherche dans le cadre d'un programme national porté par le gouvernement, encore une fois, où l'objectif était de trouver les moyens, les outils pour renforcer l'autodétermination des personnes handicapées. Et donc il a fait ses recherches au départ auprès de personnes présentant une déficience intellectuelle plutôt légère. Mais ce qui est très intéressant dans ses conclusions, donc il a beaucoup publié, et ça reste une référence aujourd'hui, il est toujours en activité. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il aboutit à des concepts universels finalement, et donc qui restent tout à fait pertinent pour l'accompagnement des personnes polyhandicapées. Donc vous avez sous les yeux la définition qu'il a retenue. Donc l'autodétermination, c'est la capacité à agir comme principal agent causal dans sa vie pour faire des choix et prendre des décisions concernant sa qualité de vie, libre d'influence ou d'interférence extérieure indue. Il y a plusieurs termes importants dans cette définition. Principal agent causal de sa vie, bon, je pense que même si les termes sont un peu techniques, peut-être, on comprend clairement ce que ça veut dire, c'est qu'on décide par soi-même, pour faire des choix et prendre des décisions. Et l'autre terme que je pointe, c'est la notion de qualité de vie. C'est quelque chose de très important, puisque l'autodétermination vise à son propre bien-être, et on pourrait dire, en extrapolant un peu, à son bonheur. Voilà, finalement, c'est quelque chose d'assez basique et totalement universel, que tout le monde peut s'approprier. Et libre d'influence extérieure indue, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire, on peut être accompagné, on peut avoir du conseil, mais néanmoins, ces interférences ne doivent pas être indues et amener à une contrainte et enlever le libre choix de la personne. Sur cette base-là, Wehmeyer a identifié 4 caractéristiques principales d'un comportement autodéterminé. Donc l'autonomie, la personne agit par elle-même, c'est une notion finalement assez simple aussi. La deuxième caractéristique qui est très importante, en particulier pour les personnes polyhandicapées, de mon point de vue, c'est ce que j'ai traduit par l'autonomie psychique. C'est un terme qui a pu être utilisé aussi assez fréquemment. Je me souviens d'un colloque de la PHP qui avait traité de cette question-là il y a quelques années. Mais le terme de Wehmeyer, c'est l'empowerment psychologique. C'est pas tout à fait la même chose. L'empowerment, ça veut dire que c'est une dynamique où on donne à la personne le pouvoir d'agir et l'espace psychologique pour qu'elle puisse s'autodéterminer. La personne donc acquiert une confiance nécessaire pour poser des choix. Ensuite, l'autorégulation, c'est-à-dire l'adaptation de son comportement au contexte, à l'environnement, et l'accomplissement de soi,
c'est-à-dire que l'autodétermination vise à développer toutes ses compétences, mais à se réaliser soi-même. Ça n'a pas d'autre objectif immédiat, en tout cas, que de se réaliser soi-même. Ces 4 composantes sont précisées sur ce schéma que j'ai trouvé sur le blog d'Optoys. Les professionnels connaissent tous Optoys, qui est qui fournit tous les équipements nécessaires justement à l'accompagnement, équipements éducatifs, thérapeutiques, et donc en particulier à l'autodétermination. Vous voyez ce schéma avec, qui est une traduction des composantes de Wehmeyer. Donc être autonome, ça veut dire faire les choses par soi-même, mais pas seulement. Être autonome, c'est aussi grâce à un environnement qui va faciliter et rendre possible cette autonomie. En particulier, bien sûr, on pense tout de suite à la communication alternative. L'empowerment psychologique, traduit par Optoys par être capable de, c'est se connaître soi-même, savoir ce que l'on veut, avoir confiance en soi, avoir la confiance de poser des choix. C'est avoir le droit d'essayer de se tromper et d'être en mesure donc de communiquer ses choix aux personnes qui accompagnent. L'autorégulation, bon, c'est un terme qui est assez parlant, c'est pouvoir adapter son comportement en fonction des situations pour mettre en œuvre son choix. On sait bien que dans l'accompagnement des personnes polyhandicapées, la gestion des émotions est quelque chose de tout à fait déterminant pour permettre aux personnes de pouvoir réaliser ce qu'elles souhaitent faire. Et puis enfin, l'autoréalisation, donc c'est se connaître, c'est savoir ce qu'on n'aime pas. Et ça s'acquiert à travers un environnement riche qui permet justement de faire des expériences. Et donc d'où l'importance pour les personnes polyhandicapées que l'on accompagne de proposer cet environnement où elles vont pouvoir exercer, savoir ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas. Voilà, c'est succinct, mais ça donne quelques repères tout à fait essentiels pour comprendre ce qu'est l'autodétermination. Wehmeyer a précisé que, puisque son objectif était d'identifier les conditions pour développer l'autodétermination des personnes handicapées, donc il a identifié les facteurs principaux. Bien sûr, ce sont les capacités individuelles, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec l'intervention de M. Solus, bien sûr. Les capacités individuelles déterminent la capacité d'autodétermination. Ce que je disais juste avant, les occasions offertes par l'environnement, c'est un élément déterminant pour l'autodétermination des personnes. Et ensuite, évidemment, le soutien offert, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans la loi aussi la compensation du handicap, ce qui réclame des moyens à la hauteur des besoins. Bon, on ne va pas lancer ce débat tout de suite, mais il est sous-jacent. Deux autres notions autour de l'autodétermination que j'ai trouvé très intéressantes à vous présenter. La première, donc, c'est une remarque de Martin Cahouette. Donc, Martin Cahouette est responsable d'une chaire en autodétermination à l'Université de Québec. Donc, au Québec, il y a des chaires à l'université sur l'autodétermination. Voilà, c'est intéressant. Et Martin Cahouette intervient beaucoup en France en particulier. Il travaille beaucoup avec le GAPAS. Et il fait des... Comment ça s'appelle ? Sur Internet, des capsules vidéo
qui sont très intéressantes. Je vous invite à aller les voir, et en particulier pour l'autodétermination des personnes polyhandicapées. Donc Martin Cahouette dit que pour permettre l'autodétermination des personnes que nous accompagnons, la présomption de compétence est fondamentale. C'est une évidence. Si on pense que la personne n'est pas capable de faire quelque chose, on ne va pas lui proposer. Donc, premier élément essentiel, la présomption de compétence. Et l'autre citation que je voudrais faire, très intéressante, donc c'est une chercheuse norvégienne qui s'appelle Signe Skarson, qui fait une recherche doctorale sur l'autodétermination. En anglais, c'est Self-Determination Without Words. Donc l'autodétermination sans les mots, sans les paroles. Donc elle s'intéresse à l'autodétermination des personnes polyhandicapées en particulier. Et elle a fait une recension de toute la littérature anglaise, parce que la littérature est principalement anglaise sur le sujet, autour de l'autodétermination des personnes PIMD, bon, on va dire polyhandicapées. Et donc, elle en conclut, à travers cette recension de littérature, que toute personne a la capacité de s'autodéterminer. Donc toute personne, quel que soit le profil de polyhandicap, la personne a la capacité de s'autodéterminer. Et que l'autodétermination, ça n'est pas de choisir à un moment donné un choix critique par rapport à son projet de vie, c'est un processus continu, c'est-à-dire on s'autodétermine en permanence, encore une fois, en vue de son bien-être, de sa qualité de vie, de son bonheur. C'est un processus continu. Et elle conclut en disant « Il en découle l'immense responsabilité des personnes qui accompagnent, parce que s'il n'y a personne pour être à l'écoute de cette volonté permanente d'autodétermination, et ben vous voyez que ça s'arrête tout de suite. Et a fortiori pour les personnes polyhandicapées, pour lesquelles on peut passer facilement à côté de ce qu'elles expriment. Voilà, donc quelque chose de très important. Je vais essayer d'accélérer peut-être. Toujours un peu trop long. Alors, pour terminer, quelques éléments qui ont été définis par la recommandation de bonnes pratiques éditée par l'HS en 2020, l'accompagnement de la personne polyhandicapée dans sa spécificité. Il y a un chapitre, enfin une partie en tout cas, sur l'autodétermination. Donc je vous y renvoie, bien sûr. C'est dans le livret, sauf erreur de ma part, la personne polyhandicapée, actrice et citoyenne. Et donc qui identifie ce qui favorise le choix et l'autodétermination des personnes polyhandicapées. Donc vous voyez, le premier item, c'est la communication adaptée. C'est une évidence. Pour pouvoir exprimer ses choix, il faut développer et utiliser des moyens de communication. Les autres items cités par la recommandation de bonne pratique reprennent de façon quasi textuelle ce qui a pu être évoqué par Weymeyer, enfin, et voilà tout le courant qui découle de ces recherches, sur le fait évidemment de montrer la confiance que l'on a dans la personne, de proposer des situations fréquentes et variées, et puis accessoirement de respecter ses choix. Voilà, c'est évidemment, enfin c'est une évidence, mais on sait bien aussi que dans le fonctionnement des établissements, ça n'est pas toujours facile, pour plein de raisons que l'on connaît tous, d'être dans ce respect des choix des personnes accueillies. D'autres recommandations qui sont reprises d'ailleurs, je crois, aussi par les affiches du CESAP sur la bientraitance. Enfin, ça fait écho en tout cas à ce que le CESAP a pu élaborer
dans une réflexion sur la bientraitance. Donc s'adresser directement à la personne, bon, pas parler au-dessus de sa tête, on va dire, l'informer de façon adaptée. Et puis le dernier point de cette... excusez-moi, je ne sais pas... Voilà. Le dernier point de cette diapo, donc, c'est la participation de la personne polyhandicapée au fonctionnement de la structure. C'est un élément très important, certainement, alors là aussi qui n'est pas simple, hein, mais dans le contexte de transformation dans lequel on se trouve aujourd'hui, c'est un élément émergent aussi et auquel il faut absolument réfléchir, de trouver des modes de participation de la personne, non pas seulement à son propre projet, mais à la vie collective et à la gouvernance de la structure. Alors bien sûr, avec les familles, voilà, il y a quelque chose à repenser autour de ça, et en proposant des groupes de parole, peut-être, en questionnant aussi les personnes accompagnées, enfants ou adultes, sur le fonctionnement de l'établissement. Ça semble être en plus, aujourd'hui, dans une logique de bientraitance, quelque chose d'incontournable. C'est-à-dire que les personnes puissent s'exprimer, encore une fois, sur leur qualité de vie, hein, si on revient... Et donc, dernier diapo, la recommandation donc, demande d'utiliser des grilles d'observation pour mesurer l'évolution des compétences d'autodétermination. Bon, j'avoue que pour ce qui me concerne, je n'en ai pas trouvé. Bon, ça existe peut-être. Il y a des choses qui existent, alors qui viennent des États-Unis, du Canada aussi, mais qui ne sont pas dédiées au polyhandicap. En tout cas, alors, on aura une intervention de M. Bosset demain, peut-être, qui pourra nous préciser ce qui est envisageable, hein, sur cette notion d'autodétermination dans le cadre du projet personnalisé. Mais voilà, ça reste sans doute quelque chose à construire. Ceci dit, en tout cas, là où je travaille avec mes collègues, nous n'avons pas de grille qui permette d'évaluer cette question-là de façon dédiée. Néanmoins, évidemment, il y a un prérequis, et que là, qui est, comment dire, nécessaire, absolument nécessaire, qui est l'évaluation fonctionnelle, qui est l'évaluation en particulier sensorielle. Donc à Clairefontaine, on a un outil qu'on appelle le carnet, enfin qui est le carnet basal, c'est pas nous qui avons donné ce nom, qui permet d'observer et d'évaluer toutes les capacités sensorielles de la personne pour pouvoir adapter après justement toutes les propositions qui peuvent être faites de choix en fonction des capacités sensorielles de la personne. Si on pose des pictos sur la tablette alors que la personne ne voit pas vers le bas, ben, il n'y aura pas d'autodétermination. Voilà. Donc c'est un prérequis tout à fait incontournable qui, de toute façon, oui, pour l'instant, peut être est nécessaire pour porter cette autodétermination des personnes polyhandicapées. Voilà. Merci beaucoup.